éducatif qui actuellement le système économique et le système éducatif s'ignorent mutuellement. Je sors des diplômés, débrouillez-vous avec, n'est-ce pas? Il y a des réformes structurelles dans le système éducatif qui sont importantes, dont notamment, par exemple, l'enseignement de l'anglais. Pourquoi enfermer les Tunisiens dans deux langues? Je l'ai dit un jour devant le ministre français de Bettencourt, tiens, c'est le mari de Madame Bettencourt. Il était en visite, il était ministre du Plan, il était en visite chez nous, et il a dit, je ne peux pas accorder de crédit pour l'éducation. On avait beaucoup de professeurs. J'ai dit, oui, mais vous savez que vos crédits permettent à la Tunisie d'enseigner le français et en français. Si vous voulez qu'on enseigne en anglais, ou dans une autre langue, vous nous le dites. Il a vite retiré ce qu'il a dit. Alors, j'ai été un peu plus méchant en lui disant, on ne peut pas continuer à utiliser deux langues mortes. Merci de votre attention. Merci Si Mansour. Vous revenez parmi nous, vous restez parmi nous, Si Mansour. Si Mansour, on continue le débat sur le même thème. Voilà. Donc, voilà. Voilà, très bien. Donc, pour être un peu dans un échange avec justement des intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir, de France notamment, professeur Lafay, vous avez écrit récemment un article intitulé Théorie économique de la Révolution. Je pense que ça intéresse beaucoup les Tunisiens aujourd'hui, tout ce qui est théorie de la Révolution, et qu'est-ce que ça peut apporter, et éventuellement comment on peut mettre ça en perspective par rapport à un modèle de développement économique. J'ai demandé de préciser les contraintes. Vous me donnez un certain temps ou vous voulez que ce soit une discussion libre? Parce qu'on aimerait partager davantage. Mais je vous donne 5 minutes pour présenter votre Non, je vais vous dire. Voilà, je trouve, Monsieur le Ministre, que là, je vous suis complètement. Sur les interventions concernant une législation stricte pour obliger les entreprises à faire ça, ça, j'aurais beaucoup plus de mal à vous suivre. Pour deux raisons. D'abord parce que je crois qu'il faut la liberté dans tous les domaines a quelques avantages. Et deuxièmement, pour faire il ne suffit pas de faire des lois, il faut les faire appliquer. Et pour appliquer les lois, il faut avoir toute une administration spécifique qui soit forte, bien formée. Je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la même chose. Et de plus, si vous multipliez par 2 ou 3 le nombre de lois, votre administration, il faudra peut-être la multiplier par 2 ou 3, et ça posera aussi des problèmes. Donc, je vous suis moins sur cette Alors, au contraire, je pense que il faut essayer, avant de dire on va forcer les individus à faire telle et telle chose, il faut essayer de voir quel mécanisme d'incitation pour ces individus, quand ils agissent tout seuls, on met en place. Par exemple, lorsque on parle de l'organisation d'un État démocratique, très souvent, ce sont les juristes qui interviennent. Alors, ils font des lois, ils disent c'est parfait, et puis les gens qui ne se comportent pas comme il le faut, on va les forcer à se comporter dans ce sens. Je crois que Jean-Jacques Rousseau, un jour, dans le contrat social, écrit, il faut les forcer à être libres. Vous voyez la difficulté que risque de poser ce genre de dialectique. Donc, je pense, de même, il faut être assez prudent sur les problèmes de travail commun entre l'État et les entreprises privées, le secteur privé, parce que là, on risque. L'État n'est jamais totalement parfait. Il y a même parfois, il est très imparfait. Mais il est toujours imparfait. Il faut toujours tenir compte de ces imperfections de l'État
aussi des imperfections du comportement des entrepreneurs, bien sûr. Mais l'ennui d'avoir un modèle d'économie mixte assez poussé, où l'État et les entreprises travaillent ensemble, c'est bien sûr le risque de collusion et des types de problèmes de ce genre. Donc je pense parfois qu'il vaut mieux faire une frontière assez étanche entre l'intervention publique et le travail des entreprises. Les entreprises, si elles avant de prendre une décision, elles se demandent je vais d'abord essayer d'avoir des subventions de l'État, ça ne risque pas d'être ce qu'il y a meilleur pour leur créativité, pour leur capacité aussi d'aller à l'étranger, sur les marchés étrangers. Et vous l'avez dit, il y a eu une formation de très nombreux étudiants de niveau supérieur et qui ne trouvent pas tous des emplois localement et qui n'hésitent pas parfois, pour certains, à partir à l'étranger. J'ai entendu un jour parler de quelqu'un qui avait des ingénieurs informaticiens de très bonne qualité en Tunisie, je crois, et qui n'osait pas mettre ces jeunes ingénieurs, quand il allait voir d'un pays étranger, mettre ces jeunes ingénieurs face à ses interlocuteurs, de peur que ces interlocuteurs ne les recrutent. Donc, quelle est la solution à ce moment-là? Vous avez une entre guillemets, actuellement, compte tenu des données et des marchés tels qu'ils existent, des entreprises telles qu'elles sont capables d'y faire face, vous avez une surproduction de diplômés. Alors, s'ils s'en vont à l'étranger, vous les aurez formés, vous aurez supporté le coût de la formation, et ça permettra à certains de les embaucher dans des conditions meilleures à l'extérieur. Dans ces conditions, ce qu'il faut voir, c'est la capacité des entreprises tunisiennes à exporter. Parce que je ne vois pas de solution autre. Si le marché tunisien est trop faible, il faut avoir une politique d'orientation vers les exportations. Politique, au passage, que la Corée du Sud a fortement utilisée dans ses plans. Alors là, c'est peut-être la nécessité de donner de l'emploi, plutôt que d'obliger les entreprises à créer des emplois en les forçant par des législations, en leur demandant de faire un travail civique, de réorienter beaucoup plus autant que possible. Et là, l'État peut intervenir en regardant vers les exportations. Et je pense que ce qui vient de se passer dans l'ensemble des pays arabes peut être une chance pour l'économie tunisienne, qui a beaucoup de gens de très bonnes compétences, et il faut s'orienter vers l'étranger. L'ennui, et là je ne sais pas si je dois aborder ce problème ici, mais j'ai vu que vous aviez une grande liberté de parole. L'ennui, c'est que pour pouvoir, donc vous me l'accorderez, si vous pensez que ça n'est pas possible, on n'en parlera pas, on oubliera. Donc vous voyez, stratégie d'exportation pour les entreprises, ça me semble tout à fait évident. C'est un moment, il y a une fenêtre de tir. Mais le problème, pour pouvoir facilement exporter, il faut pouvoir, vous savez que quand vous faites des flux de biens, en sens inverse, il y a des flux de revenus. Il y a des marchés financiers. Et donc, il y a un problème de convertibilité qui va pouvoir se poser. Donc, il faut penser, alors c'est peut-être trop tôt parce qu'on est dans une phase transitoire, mais il faut véritablement penser la Tunisie et son problème de rapport avec les marchés financiers, avec les problèmes de convertibilité monétaire et avec la liberté mesurée, bien sûr, parce qu'il faut être prudent, mais parce qu'il y a quelques dérapages qui peuvent avoir lieu, la liberté des mouvements de capitaux. Donc, finalement, l'arbitrage, il est là. C'est vrai, prendre peut-être un risque au niveau de l'ouverture des marchés de capitaux, mais la possibilité de développer un secteur exportateur fort qui vous permettra d'embaucher vos étudiants et surtout les étudiants qui sont formés à haut niveau. Parce que autrement, vous n'arriverez jamais à leur trouver des places en Tunisie même. Voilà. Alors, c'est tout à fait en dehors de la théorie de la révolution. Je vous en parlerai si vous voulez, peut-être plus formellement. Si vous me donnez 10 minutes, je vous fais un PowerPoint que j'ai préparé.
Ou est-ce que ça coupe la... Je reviendrai vers ça peut-être tout à fait à la fin. J'ai fait simplement une réaction sur les interventions ici. Alors j'avais juste une autre remarque à laquelle j'avais pensé, c'est que vous avez comparé 1952, je connais ce chiffre bien, 1952, la Corée du Sud et la Tunisie, 62 Ah non, alors 1950 c'était... Non, c'était 52, c'était la guerre de Corée. Oui, c'est 62. Le chiffre, excusez-moi, merci. Donc, vous m'avez donné... Oui, mais le problème, c'est que 62 aussi, on peut prendre... c'est l'indépendance d'un certain nombre de pays, la Côte d'Ivoire notamment, qui était au même niveau. Donc, il y avait la Corée, la Côte d'Ivoire et la Tunisie qui étaient au même niveau. Pour des raisons... Voilà, c'est ça. Je veux dire que... Bon, certes... la Tunisie n'est pas un tigre asiatique, mais quand vous regardez alors les chiffres, alors je sais que les chiffres de taux de croissance en longue période, on peut discuter, mais enfin on discute de tous les chiffres. Quand c'est répété d'année en année, c'est quand même difficile de manipuler en longue période. Et la Tunisie se maintient pas mal. Elle n'est pas très très loin de la croissance des tigres asiatiques et de la croissance des émergents. Alors justement, ce niveau de croissance, il pose problème aujourd'hui, puisque ça fait donc pratiquement 20 ans que la Tunisie, chaque année, enregistre une croissance, et pourtant nous sommes dans une situation critique. Et j'aimerais interpeller Siradi justement sur cette question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut rêver d'un modèle économique qui permettrait une croissance à 2 chiffres, en tout cas une croissance suffisante pour résorber déjà le chômage qui est une préoccupation majeure et éventuellement bâtir une économie forte et soutenable? Merci. Je voudrais d'abord faire une remarque préliminaire. Quand je me déplace dans les régions ou dans les universités face à des amphis d'étudiants, je me sens éminemment vieux. Quand j'arrive participer à un panel comme celui-ci, je me sens éminemment jeune. Et j'ai craint un moment que cette jeunesse toute relative et apparente ne m'amène ce matin à être la variable d'ajustement de ce panel, puisque tout le monde a pris le temps qu'il fallait, et donc à la fin, comme il y a un délai incompressible pour l'ensemble de la manifestation, j'ai craint d'être la variable d'ajustement. Apparemment, non. Alors, cela étant dit... Vous avez laissé un peu de marge pour l'ajustement. Cela étant dit... Mondor, tu me poses la question, comment faire pour avoir une croissance à 2 chiffres? Je ne crois pas que le problème soit un problème de croissance. La Tunisie a fait de la croissance pendant les 20 dernières années. Elle n'a pas fait de développement. Le problème est un problème de développement plus de croissance. La Tunisie, en quoi alors a-t-elle fait du développement, de la croissance et pas du développement? Très rapidement, sans m'étaler, ça a été brillamment exposé par les uns et par les autres, je dirais que il y a, au-delà des problèmes politiques, de gouvernance ou de mauvaise gouvernance, d'assujettissement de l'État au service d'un clan, de prédation systématique, tous ces problèmes, on les connaît, ils sont importants. Mais ce ne sont pas ces problèmes-là directement qui ont fait sortir les gens dans la rue, les gens s'immolés par le feu dans les régions intérieures. Les problèmes qui ont été à l'origine de la révolution, pour moi, et je vais être très bref là-dessus, ils sont multiples et variés, mais j'en retiendrai 4. D'abord, le chômage. Le chômage dans ses multiples dimensions, dimension régionale, mais dimension de genre également. On n'en a pas parlé. Personne n'a parlé des problèmes de genre dans le chômage. Et dimension également de niveau de diplôme. Parce que pendant longtemps, le jeune Tunisien, croyant échapper au chômage, a multiplié les diplômes, a continué. Et en multipliant les diplômes, malheureusement, il a multiplié ses chances ou sa malchance d'aller droit dans le mur. Donc il y a le chômage. Ensuite, il y a, mais c'est pas ensuite, c'est tout ça est en même temps. Il y a l'enclavement des régions intérieures et le déséquilibre régional. C'est dramatique, on peut en parler, je peux vous citer des paramètres, je suis intarissable sur le sujet. Il y a également le gap ou la distorsion qu'il y a entre les produits de l'éducation et de la formation d'un côté
et les besoins de la société en capital humain. Je ne parle pas d'employabilité, parce que l'homme n'est pas fait uniquement pour être un employé, il est fait d'abord pour être un citoyen. Et enfin, il y a les problèmes de mauvaise redistribution ou d'absence de bonne distribution, malgré tous les traitements cosmétiques qui ont été mis en place par l'ancien régime, et vous les connaissez tous. Il s'appelle Banque tunisienne de solidarité, il s'appelle 26-26, il s'appelle 21-21, il s'appelle Programme de développement régional intégré, et je peux multiplier les dénominations. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour se sortir de cette situation et pour répondre aux exigences de l'heure et aux demandes des populations? Les demandes des populations ne sont pas aujourd'hui dans la durée du mandat de la constituante. Ils ne sont pas dans les problèmes d'identité. Ils ne sont pas dans les problèmes du régime politique que le pays